Salut Christophe, Salut Hugo. merci pour ta présence aujourd'hui. C'est un grand honneur parce que tu es quelqu'un de très connu du côté de la partie sportive, athlétique, etc. Et ton parcours aussi en tant qu'athlète et même avec NutriPure est super intéressant. Mhm. Et donc merci d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'on parle un petit peu de l'immersion en eau froide Mhm. chez quelqu'un de manière générale, chez les athlètes sportifs, chez tout type de profil, de ce que le bien froid peut procurer chez les gens de manière générale, en fait, tout Mhm. simplement. Et qu'on puisse échanger, profiter de ton expertise là-dessus. Ok, alors c'est parti. Je pense que pour démarrer, il me semble important de rappeler quelque chose qui est très important, à savoir que on a les traces, si tu veux, de l'immersion en eau froide volontaire, c'est-à-dire le fait de volontairement se plonger dans des bains froids, dans des papyrus qui remontent à 3500 ans avant Jésus-Christ. Ok. Et donc, à partir de cette date-là, en tout cas qui est objectivée par ces papyrus, on ne sait pas si les hommes s'exposaient à l'immersion en eau froide auparavant, mais en tout cas, voilà, il y a une date qui fige ça. On a les traces dans l'histoire de l'utilisation des bains froids de manière vraiment thérapeutique. Donc, les exemples les plus importants, c'est les Romains qui avaient véritablement inventé le spa moderne avec la création des thermes. Donc, d'abord, dans un usage qui était privatif, puisqu'il n'y avait que les riches romains qui avaient à l'intérieur de leur maison des pièces où la température était chauffée pour faire des bains chauds et des bains froids où on mettait de la glace, Mm. etc. à l'intérieur. Et puis par la suite, les riches notables romains étaient tellement convaincus de l'intérêt justement de cette balnéothérapie, de cette exposition au froid, au chaud, etc., qu'ils ont décidé, pour, on va dire, aider la population de manière générale, la construction de thermes. Et donc, à partir de ça, l'Empire romain s'étant étalé un petit peu dans toute l'Europe, on a les traces finalement de l'utilisation de bains froids dans de très très nombreuses cultures, et même dans des civilisations qui n'ont pas forcément été en contact direct avec les Romains, comme c'est par exemple le cas au Japon médiéval, ou, ou même chez les Tibétains, ou dans leurs pratiques religieuses, leurs pratiques spirituelles. Donc au Japon, c'est le shintoïsme, et chez les Tibétains, c'est le bouddhisme. Tu retrouves en fait l'utilisation de bains froids, souvent en contact avec la nature, à des fins de transcendance, de méditation, à des fins thérapeutiques. Et donc, ce que je trouve intéressant, et c'est par là que je voulais commencer, c'est que dans de très très nombreuses civilisations, finalement, l'utilisation de bains froids s'est transmise de génération en génération. Et pour moi, c'est vraiment très très important que les gens gardent ça en tête, parce que ça témoigne du fait que les personnes qui ont pratiqué les bains froids en ressentaient tellement les bienfaits qu'il y avait réellement un intérêt à transmettre ça de manière, on va dire, séculaire dans le temps. Et donc, par la suite, aujourd'hui, la science nous explique pourquoi les bains froids sont si utiles, et c'est probablement ce dont on va parler aujourd'hui. Mais je trouve que c'est important de Bien combiner cette sûr. approche empirique et en même temps cette approche scientifique qu'on peut avoir aujourd'hui. Ouais, tout à fait, de faire la genèse un petit peu depuis quand est-ce que ça existe. Mm. Et surtout, ce qui est de faire le paradoxe entre des cultures et des civilisations qui sont complètement différentes Mm. et qui remontent aujourd'hui à Les millénaires. Exactement, Mm. exactement. Concrètement, pour avoir ton approche et ton avis, quand tu t'immerges dans l'eau froide, qu'est-ce qui se passe dans ton corps, concrètement? Alors, déjà, le fait de tout dépend en fait la température de l'eau, parce que n'importe qui finalement peut s'exposer à une eau qui est fraîche, Oui, avec plus ou moins de confort. Mais lorsqu'on parle d'exposition volontaire en eau froide, d'immersion volontaire en eau froide, on parle pour des températures qui sont souvent inférieures à 20 degrés, voire inférieures à 15 degrés. tout à fait. Et en fonction en fait de caractéristiques qui sont personnelles, de notre tolérance de base au froid, de notre métabolisme de base,
de notre âge, de notre sexe, etc., on va avoir plus de capacité à tolérer le froid. Donc finalement, déjà, l'exposition au froid, elle est dépendante de chaque individu. Tout le monde ne va pas y réagir de la même Oui, manière. Il y a des gens qui vont trouver impossible de rentrer dans une eau qui est inférieure à 20 ouais, tout degrés, à fait. alors que moi, par exemple, à titre personnel, 20 degrés, c'est la température que j'apprécie dans ma piscine. Ouais. Inversement, tu vois, les bains très froids pour moi, c'est autour de 8-9 degrés. Là, ça devient très, très inconfortable. Et donc, c'est là que finalement, chacun va pouvoir tirer les bénéfices de cette exposition volontaire. Donc, ce qui se passe, c'est que dès que tu vas plonger dans l'eau froide, comme c'est un stress qui est important pour le corps, tu vas avoir différentes réactions physiologiques. Donc, les premières réactions physiologiques, c'est une forte libération d'adrénaline et de noradrénaline, qui sont des neurotransmetteurs, accompagnés de dopamine. Et tout ça veille, dans un premier temps, si tu veux, à déclencher la réaction de stress d'urgence. Le but, si tu veux, c'est de placer immédiatement le corps dans une situation de réflexe de survie. Pourquoi ? Parce que à la surface de la peau, dans tout notre corps, on a des récepteurs spécifiques, des capteurs spécifiques aux variations de température, pour une raison très simple. Lorsqu'on dépasse certaines températures, lorsqu'on va rentrer en hypothermie, ou lorsqu'on diminue trop la température du corps, c'est-à-dire qu'on passe en hyperthermie, et si on passe en hypothermie lorsque l'eau est trop froide, eh bien, on prend des risques au niveau de notre santé jusqu'à pouvoir potentiellement mourir, soit d'excès de chaleur, soit d'hypothermie. Et ça, c'est lié à une raison qui est simple à la base, c'est que dans notre organisme, on a des enzymes dont le rôle, si tu veux, est de favoriser les différentes réactions biochimiques de l'organisme. Et le fonctionnement optimal de nos enzymes, il est compris entre 36,5 et 37,5 degrés. Ok. Donc tout ce qui est en dessous ou au-dessus de ces plages, en fait, va générer des problématiques de santé. Et lorsque la situation n'est pas contrôlée, peut aller jusqu'à la mort de Tout à fait. l'individu. Parce que pour rappel, l'hypothermie, je crois de mémoire, c'est 2 ou 3 degrés en dessous de la température Exactement. de base corporelle qui est Ouais. 37 degrés. C'est ça. Ok. Et qui après, de mémoire aussi, si tu descends encore en dessous de cette température-là, c'est une température à laquelle le corps ne peut plus se réchauffer Tout à fait. et on tombe artificiellement dans le coma, si je dis pas de Complètement. bêtises. Oui, complètement. C'est ça. Mais donc concrètement, quand on va rentrer dans l'eau froide, donc comme tu l'as dit, on a des déclencheurs Oui. qui vont se faire de manière chimique en fait à l'intérieur de notre corps, que ce soit l'adrénaline, la dopamine, la noradrénaline également. Quel impact vont avoir cet effet chimique en fait directement dans notre corps à nous? Qu'est-ce qui va se passer une fois que ces déclencheurs sont arrivés? Donc, le but, notamment avec l'immersion en eau froide, c'est de conserver la température corporelle, encore une fois, autour des organes qui sont vitaux. Tout à fait. Donc, on va avoir ce qu'on appelle une vasoconstriction. Ça veut dire que les vaisseaux sanguins vont se contracter pour amener le plus de sang possible et donc éviter la déperdition de chaleur par les extrémités et donc ramener le sang le plus possible vers les organes vitaux, encore une fois, afin de garantir la survie du système. Donc ça, c'est vraiment le mécanisme de base. Et donc, la noradrénaline, l'adrénaline et la dopamine, elles vont favoriser également l'augmentation de la thermogénèse, c'est-à-dire l'augmentation de la température corporelle. Pourquoi ? Tout simplement pour favoriser le réchauffement rapide du corps et éviter justement le passage à l'hypothermie. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est vachement intéressant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'aller vers ce côté de l'eau froide parce qu'ils sont frileux, etc. Comme tu l'as dit au début, que l'eau froide est propre et différente pour chacun. Pour ton cas, une piscine à bonne température, ça se situe autour des 20 degrés. Pour d'autres, c'est en dessous de 26, 27, c'est pas imaginable. Donc c'est vachement intéressant. Et on voit beaucoup sur les réseaux sociaux des personnes voilà, qui se jettent entre guillemets dans la glace ou qui, comme on le voit des fois sur Instagram ou autre, des personnes qui vont briser 10 cm de glace sur leur bain froid. Un côté très, on est dans l'action, on est là pour faire du choc, etc. Alors que concrètement, on n'est pas obligé de descendre sur des températures qui sont aussi basses pour faire un bain froid et bénéficier de tous les bienfaits qu'ils peuvent apporter pour le corps. Et surtout, excuse-moi de te couper, Hugo,
selon les individus, le fait d'exposer des gens à des températures très basses brutalement, alors que eux, ils n'y sont pas habitués ou même Ouais. en ont très très peur, ça peut déclencher justement des états de stress qui sont trop puissants pour l'individu. Et donc le but, c'est encore une fois d'amener les gens, potentiellement, les gens qui veulent essayer cette thérapie par le froid, à le faire de manière progressive. Tout à fait. C'est pour ça qu'on n'est pas obligé de démarrer par des bains nordiques où on va casser la glace dans un lac et se plonger dedans. C'est pas forcément par là qu'on doit démarrer. On peut très bien le faire par des douches froides, par des bains froids à une température qui est inconfortable mais pas intolérable pour soi. Ouais. Et petit à petit, effectivement, parce qu'il va y avoir également une accoutumance en fait à l'exposition au froid, c'est-à-dire qu'à mesure où on va progresser dans cette exposition au froid, le corps va prendre l'habitude de réagir de manière moins brutale, on va avoir la capacité de générer de la chaleur beaucoup plus rapidement que traditionnellement, et donc on va avoir la capacité à pouvoir s'exposer à des températures de plus en plus basses. Mais on n'est pas obligé de démarrer par le truc le plus extrême Ouais, des tout à extrêmes. fait. Voilà. Tout à fait. Mais c'est ça, c'est que je pense que dans la tête des gens, ou de beaucoup de personnes, on pense que les bienfaits du froid, les soi-disant bienfaits, parce que beaucoup de personnes, mine de rien, ne connaissent pas réellement quels sont les bienfaits autour des bains froids. On voit ça d'un œil très mauvais, comme tu le disais, bain nordique, où il faut absolument casser la glace, se retrouver dans une eau qui est vraiment très Glacial. froide pour beaucoup de personnes, hein, même des personnes qui sont habituées à l'exposition en eau froide. Et c'est vachement intéressant, et je rebondis un petit peu sur ce que tu disais au niveau du stress que va générer l'immersion en eau froide. De quel stress on parle concrètement au niveau du corps? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps au niveau de ce stress-là, en fait? Alors, déjà, en fait, encore une fois, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, qui sont liées au fait que l'hypothermie peut être réellement dangereuse pour l'organisme, en fait, on a tout un tas de mécanismes qui sont liés à la résistance au froid. Tu as par exemple des protéines spécifiques qui s'activent, qui sont les protéines de choc au froid, et qui vont induire tout un tas de réactions biochimiques particulières, notamment qui vont faciliter la libération de certains lymphocytes. Les lymphocytes sont des agents en fait, du système immunitaire, de certains monocytes, de certains leucocytes. Enfin, bref, grâce à tout un tas en fait, de molécules qui vont être activées et libérées durant l'exposition au froid, on va pouvoir avoir justement des actions bénéfiques à plein de niveaux différents. Par exemple, si on veut parler de l'impact de l'adrénaline, de la noradrénaline et de la dopamine sur le fonctionnement cérébral, eh ben, on va tout simplement avoir les effets, si tu veux, d'un énorme coup de boost sur les capacités d'attention, les capacités en fait de réaction. Pourquoi ? Parce qu'on a libéré des hormones du stress. Et ces hormones du stress, leur but, c'est justement de nous rendre extrêmement vigilants à ce qui se passe. La dopamine, elle va permettre également de laisser une trace, si tu veux, dans le cerveau de ce qui a été produit, de manière justement à pouvoir savoir si j'en ai tiré un bienfait ou pas, si ça a été une expérience plaisante ou pas. Les gens pensent souvent que la dopamine, c'est que pour le plaisir, mais c'est surtout un neurotransmetteur qui archive les expériences qu'on vit. Donc ça peut être une expérience positive, une expérience négative, et justement la dopamine va marquer, entre guillemets, des neurones, et nous permettre par la suite justement de savoir si j'ai envie de reproduire cette expérience, si le bilan global de l'expérience a été positif ou négatif. Et donc, ce qui est important dans ce que je suis en train de te dire, c'est que plus je vais me mettre dans une forme de progressivité dans mon exposition au froid, plus l'expérience va être positive, plus je vais avoir envie justement de la reproduire. Inversement, plus tu vas forcer quelqu'un à se plonger dans un froid qui est pour lui trop important, plus l'expérience va être négative et moins il va avoir envie de reproduire l'expérience. Donc, tu vois, déjà, c'est pour ça que j'insiste depuis tout à l'heure sur le fait de ne pas forcer les gens à s'exposer à un froid qui est trop intense.
L'augmentation de la dopamine, de la noradrénaline et de l'adrénaline, ça va être très intéressant pour les capacités attentionnelles et donc le fait d'être plus alerte. Donc, par exemple, si je prends des bains froids le matin, je vais avoir un effet sur mon tonus général, sur mon humeur générale, sur ma capacité à être beaucoup plus focus, beaucoup plus attentif. C'est toujours pareil, si je continue à utiliser l'exposition au bain froid le matin, le fait de m'être volontairement exposé à un stress de bon matin, donc, et de l'avoir fait volontairement avec une forme Mm. de bienveillance, de progressivité, ça va aussi me permettre d'apprendre à contrôler mes réactions de stress dans d'autres moments de la journée où j'aurais pas D'autres forcément, situations, ouais. voilà, j'aurais pas Ouais. choisi ce qui m'arrive, mais comme j'aurais habitué progressivement mon corps à euh, apprendre à se contrôler dans des situations qui sont stressantes pour lui, je vais apprendre progressivement justement à mieux réguler ma capacité à gérer des situations stressantes dans la vie de tous les jours. Oui, tout à fait. Et justement, pour faire la suite par rapport à ça, est-ce que d'après toi, le bain froid, c'est quelque chose qui est accessible, qui est faisable, on va dire, pour tout le monde, pour tous les profils? Ou ça s'adresse vraiment à quelqu'un ou des typologies de personnes particulières? Non, tout le monde va pouvoir en tirer des bénéfices. Maintenant, est-ce que tout le monde voudra s'exposer volontairement, c'est-à-dire faire la démarche ça c'est encore un autre sujet. Par contre, aujourd'hui, la littérature scientifique, elle est claire. Il y a énormément en fait d'effets positifs de l'exposition, de l'immersion en eau froide pour tout type de catégorie de personnes, pour tout type de problématiques, pour tout type de contexte. Donc ça va être valable pour des gens qui, par exemple, ont des douleurs inflammatoires chroniques. Ça va être valable pour des gens qui ont des problèmes dépressifs. Ça va être valable pour des sportifs qui veulent améliorer leur récupération. On verra qu'il y a un contexte très Oui, particulier et qu'il ne faut pas faire n'importe quoi dans ce contexte-là pour améliorer la récup. Ça peut être bénéfique pour améliorer la santé métabolique, c'est-à-dire lorsqu'on a des problèmes de surpoids ou d'obésité, pour aider justement à créer un reset physiologique au niveau des graisses de réserve et donc favoriser à nouveau, dans le cadre d'une approche globale qui intègre l'exposition au bain froid, une pratique sportive et une réforme de son alimentation, mm, d'aider le corps justement à perdre du poids, à retrouver une meilleure santé métabolique, etc. Donc tout le monde finalement peut tirer parti de l'exposition, de l'immersion en eau froide, à condition, bien entendu, d'en faire la démarche. Il ne ouais, s'agit tout à pas de fait. forcer les gens à se plonger dans l'eau froide, quoi. Ouais. Donc, si je résume un petit peu ce que tu viens de dire, c'est que c'est une forme de thérapie, entre Oui, guillemets, qui s'adresse globalement à peu près tout le monde oui, et qui a des bénéfices qui sont multiples. tout à fait, Et qui, en plus de ça, ont été prouvés scientifiquement par de nombreuses études complètement. qui ont été faites à travers le monde. Mm. Et c'est vachement intéressant. Si on reprend un petit peu tous les bénéfices que tu as pu énoncer, que ce soit sur l'aspect sportif, de la récupération, sur l'aspect de l'inflammation chronique au niveau du corps, sur l'aspect aussi dépresseur, ce que ça va jouer mentalement, sur la gestion également de son poids, du poids au niveau du corps, de sa forme. C'est des sujets qui sont très intéressants et qui doivent parler à beaucoup de personnes, mais ça reste malgré tout des profils qui sont différents. Mhm, Si on s'adresse par exemple aujourd'hui à des personnes qui sont sportifs, mhm. professionnels ou pas professionnels, même des amateurs, quelqu'un qui va pratiquer le running, le crossfit ou même l'aerox par exemple, qui aujourd'hui est très à la mode, on en voit beaucoup. Tu disais qu'il faut faire attention dans le schéma d'utilisation Mm. des bains froids. euh, et je te laisse du coup nous expliquer sur quel point il est important de faire attention pour pouvoir bénéficier réellement des vrais effets de récupération, les vrais bénéfices là-dessus pour un athlète par exemple amateur ou même un sportif vraiment confirmé. Mhm. Alors, encore une fois, l'exposition, donc l'immersion en eau froide, elle va générer une diminution en fait de l'inflammation. Donc c'est un des aspects vraiment très importants de l'immersion en eau froide. C'est de diminuer la réponse inflammatoire et les marqueurs de l'inflammation. Et c'est assez paradoxal quand on fait du sport parce que lorsque je vais faire une pratique sportive, je vais justement générer
de l'inflammation. Lorsque je vais m'entraîner, il va y avoir tout un tas de réactions biochimiques qui va générer une réponse inflammatoire. Et c'est cette réponse inflammatoire qui va induire, qui va demander au corps finalement d'effectuer des réparations spécifiques. Ouais. Donc, si je m'expose, si je me plonge dans un bain glacé, par exemple, après avoir fait une séance intense d'Aerox ou de muscu ou de crossfit, et que justement j'ai besoin de ces processus inflammatoires, si je les coupe, je vais volontairement en fait couper des mécanismes qui sont nécessaires à ma récupération. Donc ça, c'était des choses qu'on comprenait pas bien il y a encore quelques années en arrière, mais qui sont beaucoup plus claires aujourd'hui. Et donc, les dernières études qui sont sorties montrent que dans on va dire, les 3 ou 4 heures qui suivent une pratique qui est assez intense au niveau musculaire et dont l'objectif, en fait, est de gagner en force, gagner en masse musculaire, on n'a aucun intérêt à se plonger dans l'eau froide. Oui. En revanche, à partir de 4 heures et plus, c'est-à-dire si on attend 4 heures, 5 heures, voire 6 heures après sa séance, il n'y a aucun problème à le faire et au contraire, ça va même améliorer la récupération. Pourquoi ? Parce que j'ai bénéficié des premières heures qui sont très très importantes où les marqueurs inflammatoires sont très puissants et vont induire des signaux physiologiques dans l'organisme de réparation, de reconstruction du corps. Et par la suite, je vais moduler, diminuer, donc en me plongeant 4 heures, 5 heures ou 6 heures plus tard dans mon eau froide, je vais diminuer cette inflammation, mieux la contrôler, la faire redescendre plus rapidement et donc induire des processus de régénération différents, complémentaires de ce que l'inflammation initiale a pu entraîner dans le corps. Donc ça, c'est vraiment dans les pratiques, on va dire, qui génèrent beaucoup de dégâts musculaires, musculation, crossfit, Aerox. En ce qui concerne l'endurance, c'est un peu différent. Il semblerait que lorsqu'on on pratique par exemple un footing, et donc il n'y a pas énormément de dégâts musculaires parce que ce n'est pas une course qui est très épuisante, ce n'est pas une course avec un fort dénivelé, à ce moment-là, il n'y aurait aucun mal à se plonger dans l'eau froide immédiatement après sa séance et que ça améliorerait au contraire la récupération, ça diminuerait les courbatures à long terme. Donc, j'ai envie de dire que si vraiment on veut être sûr de ce qu'on fait et si on ne veut pas attendre qu'une prochaine étude scientifique invalide certains résultats, le mieux lorsqu'on pratique le sport et qu'on veut profiter justement des bienfaits de sa séance et en même temps des bienfaits des bains froids, c'est d'attendre 4 heures après la séance. Un point qui est important et qui me semble intéressant à mentionner pour les sportifs, il n'y a pas de problématique à se plonger dans un bain froid, par exemple, le matin. Mettons, vous faites ça, je ne sais pas, 15 minutes ou une demi-heure après vous êtes levé. Vous plongez dans l'eau froide, vous séchez, etc. Vous allez prendre votre petit-déj, et puis 1 heure plus tard, vous allez partir à la salle. Là, ça pose 0 problème, aucun problème. Il y a un intérêt aussi, notamment l'été, à se plonger en eau froide lorsqu'on pratique le sport. C'est que tout le monde sait que l'été, il fait plus chaud. Donc, il y a des risques de dépasser certaines températures corporelles qui peuvent être problématiques pour l'organisme. Et donc, le fait de descendre sa température corporelle avant la pratique sportive, ça va permettre d'améliorer justement la pratique, de diminuer l'apparition de certains seuils de fatigue. Donc, avant le sport, pas de souci pour l'immersion en eau froide. Après le sport, mieux vaut attendre entre 4 et 5 heures pour en tirer le meilleur parti. Et c'est très intéressant tout ce que tu dis. Et selon toi, est-ce qu'il peut y avoir des pièges là-dedans, dans cette immersion en eau froide ? Est-ce qu'il y a des pièges qu'un athlète peut éviter dans le fait de vouloir volontairement s'immerger dans l'eau froide ? Est-ce qu'il y a des températures particulières qui sont propres à différentes pratiques ? Par exemple, est-ce qu'un athlète Aerox, il vaut mieux qu'il s'immerge dans une eau entre 15 et 18 degrés ou plutôt une eau qui est plus froide ? Est-ce que c'est propre à
à lui, sa personne et sa tolérance au froid, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de commun pour tout le monde, on va dire une règle spécifique ou pas du tout? Alors, là, je vais te parler plutôt de ce qui existe dans la littérature scientifique. Le problème, c'est qu'il y a une grande disparité dans les études. Certaines études se font avec des bains qui sont très très froids, c'est-à-dire une immersion dans une eau qui est proche de 5 degrés. Dans d'autres études, c'est une eau qui est dans 15 degrés, mais où on laisse les gens plus longtemps. Donc c'est difficile en fait d'avoir une moyenne. Encore une fois, moi je reviendrai à un principe qu'on a déjà évoqué précédemment, qui est le fait de se plonger dans une eau qui est très inconfortable, Mm. et donc qui va générer, entre guillemets, ce choc thermique, cette réponse au froid. Euh, Toutes les études ont été faites, à ma connaissance, sur des températures qui sont inférieures ou égales à 15 degrés. Ok. Donc voilà, après, ça va être encore une fois le temps qu'on va y passer dedans. En général, au début, on utilisait des séances qui étaient extrêmement prolongées. On laissait les gens jusqu'à 20 minutes dans l'eau froide. Ouais, ce qui est très long. Voilà, ce qui est très très long. Plus la température est basse, plus c'est vraiment très difficile. Là, pareil, de nombreuses études commencent à montrer qu'on n'a pas besoin de rester aussi longtemps et qu'on pourrait très bien tirer les bénéfices de l'immersion en eau froide pour tous les aspects santé et pour l'intérêt dans la pratique sportive en utilisant des immersions qui sont entre 3 et 6 minutes D'accord. et éventuellement même en se plongeant pendant 2 minutes, en sortant pendant 1 ou 2 minutes, en replongeant pendant 1 ou 2 minutes et en faisant 2 ou 3 passages. Il semblerait que ça soit pareil, ça favorise certaines réactions dans l'organisme qui sont assez bénéfiques. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de protocole vraiment déterminé. On peut considérer que, voilà, entre 3 et 5 minutes d'immersion en eau froide, c'est vraiment déjà super. 10 minutes, ça me paraît très bien. Température de l'eau aux alentours de 15 degrés, voire un peu moins, ça serait généralement le top dans ce que moi j'ai pu lire dans la littérature. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre ? Et la fréquence, c'est entre 3 et 5 fois dans la semaine, qui semble être l'exposition la plus intéressante. Il y a un point aussi que je voudrais évoquer avec toi, notamment pour la pratique sportive, mais c'est valable également pour la pratique santé, c'est que dans la mesure où finalement l'immersion en eau froide est un stress et que le corps va avoir tendance à s'adapter à ce stress, il va être intéressant finalement occasionnellement de casser cette routine, c'est-à-dire de volontairement se désadapter Oui. à cette capacité à résister au froid pour pouvoir mieux y revenir par la Tout à fait. suite. Pour pas justement que le corps s'y habitue trop et Exactement. qu'on bénéficie plus de tous ces bénéfices. En Exactement. Que les effets, finalement, les bénéfices soient moins marqués au fur et à mesure où on avance dans le temps. Donc, ça peut être intéressant dans la pratique sportive, on appelle ça des blocs. Donc, de la même manière qu'on parle de blocs d'entraînement, on pourrait parler de blocs de récupération. Ça veut dire que je vais pouvoir utiliser des blocs de récupération dans mon cycle d'entraînement où je vais essayer de mettre en place, par exemple, pendant, je te donne un exemple comme ça au hasard, 4 semaines ou 6 semaines d'immersion en eau froide, 3 ou 4 fois par semaine, toujours avec 4 ou 5 heures de séparation avec ma séance sportive. Post-effort, et puis brutalement, on va s'arrêter de le faire pendant 3-4 semaines. Soit parce qu'on s'entraîne moins, les compétitions en fait sont passées, et donc on a peut-être moins besoin, si tu veux, d'optimiser sa récupération. Et le fait en fait de créer cette désadaptation à la réponse au froid va me permettre par la suite, lorsque je vais y revenir, d'à nouveau maximiser les bienfaits sur la santé. Un point que j'ai oublié de mentionner, qui me revient en te parlant, on a parlé de l'intérêt finalement de respecter 4 à 5 heures, voire 6 heures post-séance. Ça, c'est dans le cadre du process d'entraînement. En revanche, et là les études elles sont très claires,
lorsque tu es dans une compétition sportive où tu as des épreuves multiples, donc des tours à passer, etc., finalement, l'exposition en eau froide, après chaque tour, elle va te permettre d'optimiser ta récupération, elle va te permettre de diminuer l'inflammation. Et comme on sait qu'à mesure, finalement, où lorsqu'on avance dans une compétition, les marqueurs inflammatoires s'accumulent et qui peuvent finalement diminuer les performances sportives, ça va être intéressant, dans le cadre d'une compétition, de couper en fait ces marqueurs inflammatoires pour me permettre de maintenir mes performances sportives le plus haut possible pendant le plus longtemps possible durant le temps de compétition. En gardant en tête qu'il va falloir justement, si je fais ça, faire très très attention à ma récupération après la compète, parce que j'aurais mis mon corps dans un état un petit peu plus de fragilité. Oui, tout à fait. Donc si je récapitule un petit peu tout ce que tu as dit, un sportif qui soit amateur ou même professionnel peut par exemple sur une routine de sa journée prendre un bain froid le matin, Ouais. bien avant son entraînement qui par exemple, pour l'exemple, va se situer l'après-midi. Ouais. Deux circonstances différentes. On est en plein été, grosse chaleur. C'est très intéressant de faire un bain froid avant sa séance Ouais. pour justement réduire un petit peu la température corporelle, Complètement. pour pas, on va dire, surchauffer pendant à la fait. séance. Surchauffer trop rapidement. Tout à fait, c'est ça. Et après, de manière générale, toujours privilégier le bain froid pour une utilisation classique, on va dire quotidienne, 4 à 5 heures minimum Après post-séance. Exactement. C'est ça. C'est là où on va vraiment tirer les meilleurs bénéfices sans diminuer de manière trop importante l'inflammation qui, comme je l'ai dit, est très très importante pour un sportif dans les heures qui suivent l'entraînement pour induire les réparations qui sont nécessaires à l'organisme. C'est ça. Et à contrario, quelqu'un qui est en pleine épreuve sportive, compétition physique, etc., différents blocs, différentes épreuves, par exemple, c'est très intéressant à ce moment-là de venir couper, on va dire, la libération de ces marqueurs, Oui. de cette inflammation qui Oui. se crée naturellement dans le corps, Oui. entre ces blocs, pour bénéficier d'un boost, on va dire, de performance Complètement. à l'instant T, en fait, directement. Tout à fait. Ok, très intéressant. Super intéressant. Donc, selon toi, donc si on reprend un petit peu tout ce qu'on a dit, la pratique du bain froid pour les sportifs s'adresse aussi bien à un sportif amateur qu'à un sportif professionnel ou confirmé. Complètement. Ok, c'est très intéressant. Comment est-ce que toi, tu l'inclus dans ta routine à toi ? Quels sont tes points communs, on va dire, avec les bains froids ? Comment est-ce que tu l'intègres dans ton quotidien ? Est-ce que tu l'as déjà intégré ou pas ? Sous quelle forme aussi ? Quelles étaient les températures ? Je pense que j'aimerais tout savoir là-dessus, de toi en tant que Christophe Carillo, de ton opinion et aussi tes habitudes en fait directement là-dessus. Ça va rejoindre ce que je viens de te dire, parce que moi j'utilise les bains froids depuis quasiment une trentaine d'années. Je les ai découverts lorsque je pratiquais les arts martiaux. Je viens du karaté, j'ai été plusieurs fois champion du monde de karaté. Et en parallèle, en fait, du karaté, je me suis beaucoup intéressé justement à la spiritualité, on va dire, asiatique. Et donc, j'ai connu le bouddhisme, j'ai connu le shintoïsme. C'est pour ça que je t'en ai parlé en début de podcast. Et donc, très rapidement, durant mon parcours personnel, j'ai utilisé les bains froids d'abord pour, on va dire, l'aspect de résilience mentale, de capacité à contrôler mes réactions corporelles dans des situations qui étaient un peu agressives, intenses, stressantes. Et puis par la suite, j'ai remarqué, lorsque je pratiquais beaucoup le sport, que je récupérais mieux lorsque je me plongeais dans de l'eau froide. Donc, j'ai à peu près suivi un parcours, on va dire, assez classique de beaucoup de gens. Lorsque j'ai compris ça, j'utilisais, dès que je pouvais, à l'automne, au printemps, voire l'hiver, l'exposition à la mer. Donc, je me plongeais dans la mer, parce que moi, j'habite dans le sud de la France. Ça pouvait être aussi dans des lacs de montagne, ça pouvait être à la rivière, etc. J'ai toujours apprécié l'été la montagne, et donc les gens connaissent les lacs d'altitude en montagne qui restent toujours bien glacés l'été. Donc finalement, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagné.
J'avais pas forcément connaissance jusqu'à il y a à peu près une quinzaine d'années de tous les protocoles qu'il y avait autour de l'immersion en eau froide pour maximiser le potentiel en fait de récupération et d'adaptation physiologique à l'effort. Donc je le faisais de manière très empirique, soit quand j'étais à côté d'une source d'eau froide, soit quand c'était possible. Après, il y a eu une époque où je faisais des douches froides. Ouais. Voilà, nous dans le sud, on n'a pas forcément beaucoup de chance parce que on a une température de l'eau à la douche qui est pas non plus glacée, mais dans les parties un peu plus supérieures de la France, j'ai le souvenir d'avoir déjà pris des douches froides qui étaient bien glacées. Et donc finalement, voilà, c'est un petit peu comme ça que j'ai utilisé l'immersion en eau froide. Et puis, voilà, à mesure où tu progresses dans l'existence, tu accèdes à un petit peu plus de confort ou de possibilités. Donc, j'ai eu la chance d'avoir dans les maisons que j'ai eues des piscines. Et donc, voilà, les piscines, à partir du 15-20 octobre, elles descendent en dessous de 15 degrés. Donc, c'est parfait pour les bains froids. L'hiver, ça devient très très froid, c'est-à-dire on est proche de zéro. Ouais. Donc les jours où tu es bien courageux, les jours où il fait bien soleil dehors, tu vas faire ton petit bain froid. Et au printemps, c'est pareil. Et il y a eu une époque où j'étais, on va dire un petit peu extrême avec ma récup sportive. Et donc j'achetais des pains de glace dans des poissonneries pour faire diminuer la température de ma piscine qui dépassait les 20 degrés et pour moi c'était beaucoup trop chaud. Donc voilà à peu près comment j'ai utilisé l'immersion en eau froide. Et puis ce qui est intéressant maintenant aujourd'hui pour beaucoup de gens, c'est que grâce à l'engouement qu'il y a pour les bains froids et leur utilisation à des fins thérapeutiques, il y a plein de sociétés qui se sont développés et qui proposent aujourd'hui des bains froids à différents prix, de différentes capacités. On peut choisir de diminuer la température, on peut utiliser simplement des glaçons. Enfin bref, il y a toute une économie qui s'est créée autour de ça et qui finalement permet à tout un chacun, lorsqu'il veut passer de la douche froide ou du lac glacé à un environnement qui va un petit peu être un peu plus contrôlé, pouvoir bénéficier de l'utilisation des bains froids toute l'année, quoi. Ouais, pouvoir bénéficier et aussi s'initier Oui. à sa façon et de manière progressive. Ça a été totalement mon cas. On a souvent discuté de ça tous les deux en off, hors caméra. Mais c'est vrai que je reviens, on va dire, de loin un petit peu. J'étais j'étais de manière générale dans une atmosphère de ma vie qui était plus du tout convenable en termes d'alimentation, en termes de tabac. Je fumais quasiment un paquet de cigarettes par jour. Je buvais environ 6 à 7 cafés par jour aussi. Donc un taux de caféine, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, mon corps ne ressentait plus aucun effet parce qu'il en était beaucoup trop habitué. Il y avait une sensation aussi de manière générale de brouillard mental qui était constant, une espèce de bavardage continu en fait à l'intérieur de la tête. Je pense beaucoup de stress et aussi d'anxiété. Donc bref, il y a eu toute une partie de moi qui n'allait plus du tout de manière générale en fait. Et pour un jeune à cette époque-là de 24-25 ans, c'était pas du tout quelque chose d'acceptable d'avoir une hygiène de vie globale et générale comme celle que j'avais, tout simplement. J'ai tout stoppé du jour au lendemain pour un ras-le-bol, un ras-le-bol général, puis aussi dans une vision de moi dans laquelle je me reconnaissais plus et je voulais plus vieillir ou même évoluer de cette façon-là, sur ce chemin-là. Donc je me suis remis au sport de manière très concrète. J'ai perdu environ 12 ou 13 kilos l'été dernier, sous tes conseils aussi, faut le noter. Je ne fume plus, je ne bois plus de café, uniquement une infusion le matin. J'ai pas la même routine que Brian Johnson, que tu dois certainement connaître, ou même Ashton Hall, dont on a beaucoup vu ces derniers jours sur les réseaux sociaux avec sa routine du matin. Et effectivement, c'est vrai que pour moi, les bains froids ont été un remède, on va dire, de manière générale, sur tous les points et tous les bénéfices qu'on peut en tirer, que ce soit sur la partie mentale et psychologique,
au niveau de la gestion du stress et de mon anxiété, sur la partie aussi sportive, parce que quand on fait 95 kilos, qu'en 2 mois on perd 13 kilos, notre corps change, on a des sensations qu'on ne connaissait pas ou qu'on ne connaissait plus, du moins. Je me suis remis en même temps à la course à pied, donc des douleurs qu'on découvre, on va dire, au niveau du corps, des jambes, etc. On entend beaucoup parler de périostite, de douleurs articulaires, etc., etc. On y reviendra après. Donc c'est vrai que pour moi, ça a été, on va dire, un élément déclencheur là-dedans et une vraie source de bienfait global euh, pour moi, pour moi-même. Et c'est aujourd'hui quelque chose que j'ai envie de pouvoir partager, d'essayer de faire découvrir et de le rendre accessible, on va dire, au plus grand nombre. Et pas justement, comme je le disais tout à l'heure, de devoir s'immerger dans de l'eau froide à 3 degrés en cassant une glace de 10 centimètres à coups de hache le matin, parce qu'on peut vraiment tirer les bénéfices des bains froids, de cette immersion, sous des températures qui sont bien mieux contrôlées, comme tu Mhm. l'as dit précédemment, Et et plus tolérable. plus tolérable aussi pour chacun, parce qu'on Mhm. a tous une résistance et une adaptation, on va dire, au froid qui est différente. Mais on peut malgré tout bénéficier de tous ces bénéfices Mhm. qui sont relativement extraordinaires pour le corps humain et qui vraiment sont même parfois, à mon sens, plus efficaces que la cocaïne. Tu Mhm. vois, de manière générale, je le vulgarise, hein, mais concrètement, pour moi, c'est ça. Et dans ma démarche sportive, ce qui a été très intéressant, c'est que il faut vite se rendre compte que si on veut progresser, un sportif qui récupère bien, c'est un sportif qui progresse plus. Et ça a été très important pour moi là-dessus, de vraiment pouvoir réussir à canaliser et calmer ces diverses inflammations que j'avais dans mon corps après des grosses séances pour me préparer pour mes premiers Aerox l'année dernière. Donc ça a été vachement intéressant. Et au final, on développe plein de petits bénéfices liés à cette immersion et aussi une forme d'addiction, Mhm. malgré tout, de recherche, comme tu le disais, par rapport aux marqueurs qu'on va recevoir chimiquement dans notre corps, qui est la dopamine, etc. Ça va être des moments qui, au début, sont un peu frais, forcément, ce qui est logique, mais qui, derrière, on tire tellement De bénéfices. de bonnes choses, ouais, de Mhm. bénéfices, c'est ça, qu'on a envie d'y retourner Mhm. naturellement et qu'on n'a plus du tout cet obstacle ou ce frein de base de notre corps qui veut nous maintenir trop généralement, je pense, dans une zone de confort. Mhm. De attention, c'est l'eau froide. Et comme tu le disais, le corps qui va naturellement envoyer tout ce flux sanguin vers les organes vitaux pour se protéger parce qu'il y a une attaque extérieure. Le corps le perçoit dans un premier temps comme un danger, Mhm. alors que pas du tout. Et si on reparle de tout ce côté-là au niveau de l'inflammation, etc., quel est selon toi, qu'est-ce qui se passe concrètement? On parle d'inflammation, mais c'est quoi l'inflammation qu'on a dans notre corps? Et comment le bain froid peut venir canaliser, voire même couper en fait cette inflammation? Donc, encore une fois, euh, on parle beaucoup des dangers de l'inflammation, des problématiques de l'inflammation, etc. Il faut rappeler un point essentiel. L'inflammation, elle est nécessaire à l'organisme. C'est c'est sa perte de contrôle, c'est lorsqu'elle s'emballe, c'est lorsqu'elle perdure trop longtemps dans le temps, qu'elle va poser problème à l'organisme. Donc, lorsqu'on va être malade, lorsqu'on va faire une séance de sport, lorsqu'on va consommer des aliments qui sont pas bons, on va générer en fait une réponse inflammatoire. C'est la première réponse que le corps utilise pour mettre en place une seconde réponse basée sur le système immunitaire qui va venir en fait nettoyer l'endroit qui a été lésé, blessé, faire venir certaines molécules pour réparer une zone qui a été lésée, blessée. Bref, l'inflammation, c'est un signal qui est fondamental pour la santé. En revanche, notre alimentation, c'est-à-dire la manière dont on mange aujourd'hui, notre style de vie, la pollution de manière générale, que ce soit l'excès de pollution, on va dire, atmosphérique, auditive, etc., peut générer à terme une inflammation qui va devenir chronique. C'est-à-dire que comme il y a trop de signaux qui génèrent de l'inflammation, finalement, les petits moments d'inflammation dans la journée se transforment en une forme d'inflammation permanente, Ouais. inflammation chronique à bas bruit qu'on appelle. C'est-à-dire, elle n'est pas très intense, mais elle est permanente. Et ça, c'est très problématique parce que lorsque je suis dans un état d'inflammation chronique, je vais produire beaucoup de radicaux libres. Les radicaux libres, ce sont
des molécules à l'intérieur des cellules qui vont finalement entraîner une dégradation de toutes les cellules et donc favoriser un vieillissement accéléré. On va avoir également, lorsqu'on a de l'inflammation chronique, une perturbation de tout ce qui est lié à la sensibilité à l'insuline. Ça veut dire qu'en fait, comme il y a de l'inflammation, il y a qui est chronique, il y a du cortisol, c'est-à-dire une hormone de stress chronique qui va être libérée en permanence et qui va perturber la physiologie finalement de l'insuline, qui est l'hormone qui régule le taux de sucre dans le sang. Bref, il y a tout un cercle vicieux qui va se mettre, si tu veux, en place et qui va entraîner tout un tas de problématiques d'ordre immunitaire et d'ordre métabolique. Ça veut dire que notre système immunitaire va être en permanence stimulé et potentiellement arriver à être perturbé. Et on va avoir tous les mécanismes de régulation, si tu veux, du métabolisme et de la régulation de l'insuline qui vont également être dérégulés. Et tout ça va entraîner des problématiques donc de prise de poids, des problématiques en fait de diminution des capacités de réparation et de régénération du corps. Ça va induire un vieillissement prématuré de l'organisme. Et qu'est-ce que j'oublie d'autre avec l'inflammation chronique? Et un des problèmes qui commence à émerger depuis quelques années, c'est qu'on regardait beaucoup ce qui se passait au niveau de l'inflammation dans le corps, mais on s'aperçoit que lorsque l'inflammation devient chronique, en fait, on crée ce qu'on appelle une neuroinflammation, c'est-à-dire une inflammation à l'intérieur de la zone cérébrale, qui, elle, va être encore plus problématique parce que c'est à l'intérieur, finalement, de la zone cérébrale qu'il y a tous les mécanismes de régulation hormonale qui se créent, via l'hypophyse, l'hypothalamus, enfin, des zones du cerveau particulières qui sont impliquées dans la régulation hormonale. Et lorsque finalement tu as cette neuroinflammation, non seulement tu as tes sécrétions hormonales qui se font beaucoup moins bien, mais en plus de ça, encore une fois, tu diminues tes capacités cognitives, tu augmentes des problématiques, on va dire, de santé mentale, comme de l'anxiété, comme potentiellement de la dépression, et à terme des maladies comme Alzheimer ou Parkinson, pour ne citer qu'elles. Donc finalement, avec l'inflammation chronique, il n'y a rien de bon. Et ce qui est intéressant avec l'immersion en eau froide, c'est que l'immersion en eau froide, elle va couper, elle va stopper ces mécanismes inflammatoires. Donc, non seulement elle les coupe de manière, on va dire, quasi immédiate, mais les effets vont perdurer pendant plusieurs heures après l'immersion en eau froide. Donc ça veut dire que pendant plusieurs heures, je vais diminuer les marqueurs inflammatoires, cette sensation finalement d'inflammation que j'ai dans l'organisme, dans les articulations, si je souffre des articulations, ou des tendons, si je souffre des tendons. Et ça, finalement, ça va me permettre de retrouver une meilleure qualité de vie et de réoptimiser à nouveau des capacités de régénération du corps en mettant en place, encore une fois, tout un tas de mécanismes de réparation de l'organisme. Donc c'est pour ça que l'immersion en eau froide, elle va être très 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 importante, à la fois pour diminuer les douleurs corporelles et en même temps pour améliorer le fonctionnement du métabolisme de l'organisme. Ok, super intéressant. Dans une stratégie un petit peu anti-inflammatoire, comment est-ce qu'on pourrait mettre en place cette immersion en eau froide de manière naturelle et progressive pour quelqu'un qui effectivement souffre consciemment ou peut-être même inconsciemment d'une inflammation chronique et générale au niveau de son corps? Dans l'idéal, j'aurais tendance à te dire le plus tôt dans la journée, ça sera le mieux, en fonction des possibilités des gens. Mais il y a, comme on l'a dit au tout début du podcast, le plus important finalement, ça va être de le faire. C'est-à-dire au-delà du meilleur timing pour utiliser l'immersion en eau froide, le meilleur timing, c'est celui que tu as. Oui. Donc, il ne faut pas non plus générer un stress. Oh mince, j'ai pas fait mon immersion en eau froide ce matin, ça y est, c'est foutu, je vais me réenflammer, etc. Non, tu détermines le moment où tu peux dans la journée, ce jour-là, et ça sera déjà mieux que de ne pas le faire, premier point.
Mais si vraiment on veut optimiser ça et si on a la capacité de le faire, l'idéal dans le cadre de personnes qui ont des douleurs inflammatoires chroniques, ça va être de le faire le matin, le plus tôt possible après le lever, et puis potentiellement en fin de journée, justement pour bénéficier des effets sur le fait de couper les mécanismes inflammatoires proches de l'endormissement pour pouvoir améliorer justement la qualité du sommeil, la profondeur du sommeil. Je rebondis là-dessus. On sait que également que les bains froids ont un large bénéfice et améliorent grandement la qualité du sommeil. Euh, de quelle manière, concrètement? Est-ce que ça joue par rapport, je sais pas, au taux de cortisol que peut émettre le corps? Est-ce que ça joue sur la production de mélatonine sur notre corps? Comment ça se passe? Alors sur le sommeil en particulier, je ne serais pas suffisamment calé pour t'en parler de manière objective. Donc je préfère pas m'embarquer sur ce sujet pour pas raconter de bêtises. Il y en a déjà suffisamment sur Internet. Mais encore une fois, ce qu'on constate, c'est que lorsqu'on utilise... Alors là, c'est pareil. En fonction de la tolérance au froid, de la réactivité des gens au froid, etc., il semble qu'il y ait des gens qui bénéficient d'une exposition au bain froid, par exemple, avant d'aller au lit, alors que pour d'autres, ça sera plutôt l'inverse. Il y a des gens qui vont beaucoup mieux bénéficier d'un bain chaud ou d'un sauna avant de dormir. Donc, tu vois, là-dessus, c'est de ce que moi j'ai pu lire et de ce que j'ai en tête. J'aurais pas d'avis suffisamment étayé pour pouvoir t'en parler de manière plus détaillée. Ok, Voilà. je comprends, très clair. Si on parle maintenant des bénéfices que peuvent avoir l'eau froide, même l'immersion en eau froide, du coup, sur la partie concentration et sur le mental. Oui. Comment est-ce que ça peut agir à ce niveau-là, malgré tout? Encore une fois, c'est lié à la libération d'adrénaline, noradrénaline et dopamine, qui vont te permettre, si tu veux, d'activer certaines aires cérébrales plus que d'autres, et donc de faire passer le cerveau dans un mode un petit peu d'hyper-focus, d'hyper-concentration. Alors, tu as des gens chez qui ces mécanismes sont pas forcément optimaux. C'est-à-dire que tu as des gens qui craignent beaucoup l'eau froide, où justement il y a un petit peu de confusion mentale. C'est-à-dire il y a tellement d'adrénaline dans le cerveau qu'ils n'ont pas l'habitude de traiter ce surplus d'adrénaline qui est brutalement sécrété et de dopamine, que du coup, il y a un petit peu de confusion. On n'est pas clair, les idées partent dans tous les sens, etc. Donc, encore une fois, ça s'autorégule petit à petit, à mesure où je m'expose au froid. Je vais apprendre justement à canaliser mes pensées. Tu as même en fait je sais qu'il y a des gens qui suggèrent aux personnes qui réagissent de manière un peu extrême, comme ça, de se focaliser sur des problèmes de mathématiques ou des choses comme ça, Ok. de manière justement à apprendre au cerveau, dans un état de stress inhabituel, tu vois, une réaction Ouais. un peu stressante inhabituelle, à résoudre des problèmes. Voilà. Et tu as un autre exemple qui me vient en tête. Dans les entraînements des Navy Seals, donc qui sont les forces spéciales américaines, tu as également donc l'utilisation très régulière durant les semaines d'entraînement à des eaux qui sont très froides, etc. Et donc, dans des états où ils sont en état de dette de sommeil, parce que ça fait plusieurs jours qu'ils n'ont pas Ils n'ont dormi, pas dormi, ouais. qu'on les plonge dans de l'eau glacée, etc. Là, pareil, on leur demande de réaliser des calculs, de répondre à des choses, de manière à apprendre au cerveau, dans des états qui sont extrêmement fatigants, stressants, et dans un état d'épuisement avancé, à pouvoir quand même réaliser des tâches. Donc là, encore une fois, l'immersion en eau froide, elle va être très, très intéressante, encore une fois, à long terme, dans une pratique régulière, pour apprendre à mieux se contrôler, pour apprendre à mieux gérer justement le fonctionnement cérébral.
Ouais, c'est très intéressant. Et là-dessus, d'après mes lectures et ce que j'ai pu voir un petit peu sur Internet, on parle aussi des bénéfices de l'immersion en eau froide sur le nerf vague Oui. qu'on a à l'intérieur. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette partie-là? Parce que c'est quelque chose que moi je maîtrise pas particulièrement et je pense que ton approche et tes connaissances scientifiques seront beaucoup plus enrichissantes que les miennes. Alors, le nerf vague, en fait, c'est un nerf qui est. Dans l'organisme, tu as donc. Notre corps, il est géré par ce qu'on appelle le système nerveux. Le système nerveux, tu as deux branches. Une branche qui est la branche orthosympathique et la branche parasympathique. La branche orthosympathique, c'est toute celle qui est liée au stress, à l'activation, au fait d'être dans l'action. Et la branche parasympathique, c'est la branche qui est plutôt liée à tout ce qui est état de calme, digestion, repos, récupération. Et donc, c'est important d'avoir un équilibre entre ces deux branches du système nerveux. Et dans la société actuelle, on s'aperçoit depuis pas mal de temps, finalement, qu'il y a une hyperstimulation du système orthosympathique, c'est-à-dire vigilance, action. Avec les smartphones, les réseaux sociaux, on est toujours dans un état en fait de réactivité, consulter les mails, consulter les réseaux sociaux, répondre. On a en plus maintenant sur les réseaux sociaux des hooks émotionnels, donc des créateurs de contenu qui utilisent justement des réponses émotionnelles pour générer une réaction. Oui. Donc finalement, on s'aperçoit que, à part quand on dort, si on arrive encore à dormir profondément, on est dans une société qui est de plus en plus hyper stimulée. Si tu rajoutes à ça l'utilisation de beaucoup de café, de boissons énergisantes, de nicotine lorsqu'on fume ou de psychostimulants avec des drogues dures, bah, tu t'aperçois finalement qu'il y a très très peu de moments où le corps peut être placé dans des états de récupération, c'est-à-dire où le système nerveux parasympathique, qui est largement gouverné par le nerf vague, peut véritablement rentrer en action. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, le nerf vague, c'est un nerf qui part de la partie basse du cerveau et qui va finalement autoréguler toutes les fonctions digestives, toutes les fonctions au niveau cardiovasculaire et qui est très très impliqué au niveau du fonctionnement de toute la sphère autour des intestins. Donc, si j'ai un nerf vague qui n'est pas suffisamment fort, qui n'est pas suffisamment habitué à prendre le contrôle, je vais avoir des problèmes de digestion, je vais avoir des problèmes de constipation, de selles molles, etc. Je vais avoir tout un tas de cortèges de problématiques autour de la sphère digestive et vice-versa. C'est-à-dire que dès que je vais avoir un inconfort au niveau digestif, je vais avoir une mauvaise communication avec ce qui devait être régulé via l'intervention du nerf vague. Et ce qui est intéressant avec l'immersion en eau froide, c'est que l'immersion en eau froide, dans l'immédiat, c'est-à-dire lorsque je me plonge dedans, elle génère, si tu veux, une très forte réponse du système orthosympathique, action, réaction au stress, vigilance par rapport à ce stress. En revanche, et ça c'est très très intéressant, c'est que dans les minutes ou dans les heures qui suivent, en fait, l'immersion en eau froide va avoir une capacité à muscler le système parasympathique. C'est-à-dire que comme je suis volontairement allé très haut dans la stimulation d'un stress, le corps va autoréguler en musclant finalement la réaction du nerf vague pour justement avoir la capacité de rapidement me mettre en mode régénération, calme et tout ça. Donc, c'est très très intéressant de voir comment cette pratique, elle peut avoir ces deux actions qui sont diamétralement opposées, donc réaction à un hyperstress et en même temps renforcer cet aspect sur la stimulation du nerf vague. Tu as d'autres moyens de stimuler le nerf vague, par exemple les exercices d'endurance de basse intensité stimulent le nerf vague, la méditation en pleine conscience stimule le nerf vague, la respiration profonde, lorsqu'on prend le temps de respirer avec une bonne amplitude, calmement,
5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire. Tout ça, ça va améliorer, encore une fois, le tonus du nerf vague, lui donner, entre guillemets, de la puissance, et donc contrebalancer, finalement, les effets de notre mode de vie un peu moderne. Ok, donc on peut vraiment venir en fait entraîner ce nerf vague Complètement, et vraiment venir le stimuler, complètement. ouais, pour le rendre en fait plus fonctionnel, plus opérationnel et mieux apte, on va dire, à gérer toute cette partie de récupération, C'est ça, de digestion, comme tu le complètement. disais, et donc je suppose de manière générale au bien-être global en fait, Totalement, tout to- simplement. Mais totalement. c'est très intéressant. Et à ce sujet-là, par rapport à tout ce qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, sur l'aspect, on va dire, physiologique du corps au niveau, tu sais, de la gestion du poids. Mhm. Comment est-ce que l'immersion en eau froide, le bain froid peut venir, on va dire, apporter une pierre à l'édifice dans cette gestion du poids, la gestion, on va dire, des différentes graisses qu'on a directement dans le corps. Comment est-ce que ça se passe? Alors là, c'est un gros chapitre. On s'accroche. Alors, on va essayer d'être le plus pragmatique possible pour pas perdre les gens qui nous suivent. Euh, Premièrement, on va rappeler, on a plusieurs formes de cellules graisseuses dans l'organisme. On a les plus courantes sont ce qu'on appelle les graisses blanches. Donc, c'est celles qui nous permettent de mettre en réserve de la graisse. Elles vont avoir un intérêt, un double intérêt qui va être à la fois d'être un isolant thermique, c'est-à-dire ça va me permettre de constituer une couche de graisse qui va m'isoler du froid. Et d'un autre côté, elles vont me permettre d'avoir une réserve d'énergie. Ok. Et tout ça était très très important durant l'évolution humaine parce que autrefois on n'avait pas accès, il n'y avait pas des supermarchés partout, il n'y avait pas des marchands en fait de bouffe partout, et donc il fallait se battre pour avoir accès à de la nourriture. Et donc il était important d'avoir une capacité à pouvoir mettre en réserve de la graisse parce qu'il y avait des périodes où on pouvait pas forcément, on n'avait pas forcément accès à de la nourriture, et donc pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, il fallait pouvoir, entre guillemets, jeûner et utiliser ces réserves de graisse pour alimenter, entre guillemets, le corps en énergie. Donc ça, c'est le premier point. D'autre part, on n'avait pas les moyens, les moyens modernes. Autrefois, il y a encore quelques millénaires en arrière, durant l'évolution humaine. Donc, les réserves de graisse nous permettaient de résister à des moments où il faisait plus froid que d'autres. Et donc, c'était très, très important pour la survie, finalement, de l'espèce, particulièrement en fonction des latitudes où on vivait. Et donc, on a évolué avec ça. Problème aujourd'hui, on a un hyper confort et un accès à la nourriture qui est devenu très problématique pour l'organisme, puisque d'un côté, on a peu de dépenses énergétiques, on passe beaucoup de temps assis, on travaille la majorité d'entre nous assis, on a énormément aidé l'homme dans ses travaux quotidiens, avec la mécanisation, etc. Donc du coup, on a des dépenses énergétiques qui sont beaucoup moins importantes, et donc des besoins en réserve énergétique et de graisse, de réserve, beaucoup moins importants. Donc, qu'est-ce qu'on aboutit à quoi? C'est-à-dire au fait que les gens, on a un problème de surpoids de plus en plus important, voire d'obésité. Aujourd'hui, l'OMS estime que, grosso modo, 50% de la population mondiale est en surpoids et 25% serait en état d'obésité. Donc, c'est un vrai problème, c'est une vraie épidémie mondiale. Donc ça, c'est les graisses blanches. À l'inverse, lorsqu'un bébé naît, et toujours pour des raisons de survie, il possède énormément de graisses brunes. Les graisses brunes sont des graisses dont le seul but est de produire de la chaleur. C'est-à-dire qu'elles vont capter les sources de graisse qui circulent dans le sang, que la maman va lui donner par le lait ou l'alimentation. Donc que ce soit les graisses de l'alimentation ou les glucides de l'alimentation. Et une partie va être captée par ces graisses brunes pour produire uniquement de la chaleur. C'est le seul but de ces graisses brunes.
Et donc, à mesure où un enfant grandit, il va petit à petit perdre ou diminuer le stock de ces graisses brunes. Sauf qu'aujourd'hui, on sait que ces graisses brunes, à l'état adulte, elles n'ont pas totalement disparu. Leur nombre est restreint, mais on peut les réactiver grâce à l'exposition régulière en eau froide. Et tu as une troisième catégorie de graisses qu'on appelle les graisses beiges, qui sont, il y en a un petit peu disséminées dans les stocks de graisses blanches dont on a parlé précédemment. Et ces graisses beiges, elles ont exactement le même fonctionnement que les graisses brunes. Donc ça veut dire qu'on a on a deux formes de graisses, les graisses brunes et les graisses beiges, qui peuvent être développées, entraînées à brûler de l'énergie pour produire de la chaleur, sans forcément faire appel finalement aux frissons, aux tremblements musculaires. Parce qu'il y a un autre mécanisme qui permet la thermogénèse dans le corps, c'est lorsqu'on reste trop longtemps dans de l'eau froide, tout le monde l'a expérimenté, que ce soit en passant trop de temps l'été à la mer ou à la rivière ou je ne sais où, ou ceux qui s'exposent régulièrement à l'immersion en eau froide. Lorsqu'on reste trop longtemps, lorsqu'on sort, il y a des mécanismes où on se met à trembler. Oui, naturellement, le corps se met à trembler pour réchauffer. Exactement. Et parce que ces tremblements peuvent produire jusqu'à 40% en fait de production de chaleur grâce, si tu veux, à des micro-contractions musculaires qu'on ne contrôle même pas. Hein. Les gens qui ont déjà subi ces tremblements, ils savent que c'est impossible à arrêter. On tremble jusqu'à ce que la production de chaleur soit suffisante pour réchauffer le corps. Et en fait, ces tremblements, ils ont encore une fois une fonction. C'est qu'ils vont libérer des molécules à l'intérieur des muscles, à l'intérieur des mitochondries musculaires, c'est-à-dire les petites organites à l'intérieur des cellules musculaires, dont le but est de produire de l'énergie. Et bien, à l'intérieur de ces mitochondries, on va pouvoir libérer des molécules qu'on appelle le succinate, ça dépend les termes, voilà, qui vont améliorer le fonctionnement des mitochondries, augmenter leur production, c'est-à-dire que les muscles vont produire plus de mitochondries, justement en vue d'être plus opérationnels pour pouvoir produire plus de chaleur en cas de nouveau stress à l'exposition à l'eau froide. Donc finalement, on a les graisses brunes qui m'aident à produire de la chaleur, les graisses beiges qui sont, encore une fois, disséminées dans les graisses blanches qui peuvent m'aider à produire de la chaleur, et les tremblements musculaires qui, les trois, peuvent être en fait entraînés à améliorer leur fonctionnement de thermogénèse pour pouvoir provoquer une augmentation de chaleur. Pourquoi c'est important de parler de ça ? D'une part parce que quand on est en surpoids ou en obésité, le métabolisme des graisses, il est déréglé. Ça veut dire qu'il y a une dérégulation du métabolisme des graisses. Elles sont moins bien utilisées à des fins de production d'énergie. On n'arrive pas forcément à utiliser l'énergie de ces graisses pour produire de la chaleur, etc. Inversement, lorsque je m'expose au froid, je vais encore une fois réentraîner mes graisses brunes, entraîner mes graisses beiges, augmenter les mitochondries à l'intérieur des muscles pour apprendre à produire plus de chaleur. Et donc, à brûler des graisses de réserve, des graisses blanches, de manière inutile, entre guillemets, juste dans le but de produire de la chaleur. Et donc, ce mécanisme-là, lorsqu'il est utilisé de manière régulière, il va me permettre d'effectuer un reset du métabolisme des graisses, et donc d'aider les gens qui sont en surpoids ou en obésité à retrouver un fonctionnement optimal de leur métabolisme des graisses, et donc à mieux les brûler dans leur activité quotidienne pour produire de la chaleur en cas d'exposition au froid ou lors de la pratique sportive. Et donc c'est là que ça devient très intéressant. Donc ça, c'est un des premiers mécanismes. Et deuxième mécanisme, toujours lié à la perte de poids, c'est que lorsqu'on est en surpoids, on a une perturbation de ce qu'on appelle la sensibilité à l'insuline. Lorsque vous consommez des aliments, et particulièrement des aliments qui sont riches en sucre et en glucides, vous allez avoir une augmentation de l'insuline qui va circuler dans le sang en vue de faire capter les sucres
soit par vos muscles, soit par votre foie. Le problème, c'est que ce mécanisme-là, quand on est en surpoids, il se dérègle. C'est-à-dire que soit on n'a pas la capacité de faire pénétrer l'excès de sucre dans les muscles, parce qu'on ne les utilise pas, soit en fait le mécanisme il est déréglé. Et donc, on va continuer à, comme on n'a plus cette sensibilité à l'insuline, on va continuer à mettre en réserve, à transformer le sucre excessif en réserve sous forme de graisse. Et donc, on va accentuer encore plus notre problème de surpoids et d'obésité potentiellement. Et donc, l'exposition au froid, mais pas que, la pratique sportive permet d'augmenter la sensibilité à l'insuline, mais l'immersion en eau froide va le faire de manière passive. Ça veut dire que juste le fait de s'exposer, de s'immerger dans de l'eau froide, pendant 3 à 5 minutes, comme on l'a dit depuis le début du podcast, va me permettre petit à petit d'améliorer ma sensibilité à l'insuline, d'améliorer l'utilisation du glucose par les cellules, etc. Et donc, encore une fois, retrouver une santé métabolique petit à petit. Il est important de mentionner, parce que souvent les données là-dessus sont un peu excessives sur les réseaux sociaux, oui, les bains froids permettent de brûler de la graisse de réserve. Dans certaines études, on parle de jusqu'à 200%, ce qui pourrait représenter quasiment 75 grammes de graisse de réserve à chaque exposition. Sauf que dans ces études-là, tu t'aperçois que les gens ils sont restés pendant 2 heures, tu vois, dans des bains qui étaient à 15 degrés. Donc, personne ne va faire ça de manière naturelle, entre guillemets. Tu vois, tu le fais uniquement parce que tu es dans une étude, que tu as été payé pour faire l'étude et que derrière, on va te chouchouter. Voilà. Dans les faits, c'est tellement difficile, émotionnellement parlant, que personne ne va le faire. Donc, il ne faut pas compter, si tu veux, sur la combustion, la thermogénèse des graisses après une immersion en eau froide pour perdre des graisses comme ça dans le cadre d'un régime. C'est une stratégie qui s'intègre à l'intérieur d'une vision plus globale de la gestion du métabolisme et de ton poids. Donc, un peu d'immersion en eau froide, ça va te permettre de récupérer un métabolisme des graisses optimal, ça va te permettre d'améliorer ta sensibilité à l'insuline, ça va te permettre, lorsque tu manges mieux, lorsque tu pratiques un peu de travail d'endurance et de musculation, tout ça va créer un environnement optimal qui va te permettre de perdre les graisses de réserve excessives que tu as accumulées au fil du temps. Mais encore une fois, il ne faut pas compter que sur l'immersion en eau froide pour perdre du poids. Oui, tout à fait. Donc si je récapitule, une immersion en eau froide va faire s'activer les graisses brunes qui vont venir brûler des calories en fait, pour réchauffer et activer ce système de thermogénèse à l'intérieur du corps et qui, à la suite de ça, vont venir, entre guillemets, grignoter les graisses blanches qui sont pas les graisses, on va dire... Elles sont vitales, mais c'est pas les plus importantes du corps. On a des réserves qui peuvent plus ou moins fluctuer en fonction de plein de facteurs comme notre alimentation, nos dépenses physiques, etc. Et c'est ce qui est intéressant dans cette immersion en eau froide, de venir justement activer ces petites graisses brunes pour tous les bénéfices liés dont tu as évoqué. Exactement. Et il y a par exemple, tu vois, des papiers qui sortent depuis environ 2-3 ans qui montrent que les graisses brunes libèrent en fait des molécules spécifiques qu'on appelle les batokines, qui ont des mécanismes d'action dans l'organisme qui ne sont pas tout à fait encore compris, mais qui sont très très positifs pour la santé générale. Donc pour ceux que ça intéresse, vous tapez batokine, graisse brune, et vous allez tomber sur plein d'articles scientifiques des 2 ou 3 dernières années qui peuvent être vraiment très... pour les mordus de physiologie et tout ça, qui peuvent être très intéressants à consulter. Super. Si je récapitule un petit peu tous nos échanges, pour faire une synthèse, on va dire, globale et générale, comment est-ce qu'on intègre, du coup, l'eau froide? Si on devait faire un récapitulatif, un bilan, on va dire, de cet échange qu'on a eu tous les deux aujourd'hui, le récap de l'initiative et de l'initiation à l'immersion en eau froide, et des bénéfices clés qu'on va pouvoir en retirer, si on devait vraiment résumer tout ça ensemble aujourd'hui. Alors,
Déjà, gardez en tête qu'on n'est pas obligé de pratiquer l'immersion en eau froide. Ça doit être une pratique qui part d'une volonté de changer des choses dans sa vie, parce que via ce podcast ou l'écoute d'autres podcasts, etc., on a acquis la conviction que l'immersion en eau froide a un intérêt pour la santé générale. Premier point. Deuxième point, on peut intégrer l'immersion en eau froide à raison de 3 à 5 fois par semaine, en commençant avec des températures qui sont volontairement inconfortables pour nous, mais pas forcément extrêmes. Oui. Voilà. Chez certains, ça peut être tout simplement de démarrer par des douches froides. Voilà, je commence à prendre une douche froide pendant 30 secondes. Pour beaucoup de personnes, c'est déjà énorme comme exposition au froid. Chez d'autres, ça va être, voilà, on va pouvoir faire des douches froides pendant 2-3 minutes. Voilà. Et puis rapidement, ça sera utile. Et pour ceux qui sont les plus convaincus et qui ont vraiment envie de pousser ça plus loin, ça sera vraiment très intéressant de pouvoir utiliser l'immersion en eau froide avec des températures qui vont être plus basses, idéalement en dessous de 15 degrés. Idéalement, comme je vous l'ai dit, le matin, parce que c'est là qu'on va en tirer le maximum de bienfaits pour l'ensemble de la journée. Donc, activation, on va dire, de l'attention, de la vigilance, régulation des différents facteurs métaboliques dont on a parlé pour la santé métabolique, régulation de l'inflammation, si on a de l'inflammation chronique dans l'organisme. Donc, l'idéal, voilà, c'est vraiment de le pratiquer le matin. Point à retenir également qui me semble important, c'est on n'a pas besoin de rester non plus trop longtemps. Ouais. Voilà, les protocoles aujourd'hui disent qu'entre 3 et 6 minutes, c'est largement suffisant pour retirer des bienfaits qui sont conséquents en termes de santé qu'on a évoqués durant le podcast. Donc entre 3 et 6 minutes, c'est déjà très bien à chaque immersion. Faire des pauses régulièrement, c'est-à-dire ne pas forcément... parce que j'ai bien aimé tout à l'heure, tu l'as très bien résumé... Tu disais, du coup, me plonger dans mon bain froid était devenu presque une addiction, une nouvelle addiction. C'est ça. Et donc, on voit le potentiel addictif, justement, de cette pratique qui, lorsqu'on en ressent vraiment les bienfaits, on a envie en permanence d'y revenir. Quand on ressent tout le temps les bienfaits, on a ce besoin, au final, qui se crée naturellement. Et donc, ça peut être, dès que tu développes une addiction, quelle qu'elle soit, c'est intéressant, finalement, de la casser. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas y revenir, particulièrement si cette addiction elle est positive. C'est le cas de l'addiction au sport, c'est le cas de l'addiction à l'immersion en eau froide, etc. Mais finalement, de temps en temps, ça peut être bon de casser ce rituel qu'on a mis en place pour se désadapter, pour créer une forme de reset et mieux bénéficier justement des effets, dans le cadre précis, de l'immersion en eau froide. Donc, par exemple... De ce que j'avais pu lire, en l'espace de 15 jours, 3 semaines, on commence à avoir justement une forme de reset au niveau de certains marqueurs dopaminergiques dans le cerveau qui s'effectuent, spécifiques à l'immersion en eau froide. Et donc voilà, après 15 jours, 3 semaines, on peut recommencer ses protocoles d'immersion en eau froide. Voilà. Christophe, merci pour toutes ces infos qui sont très riches et de ton expertise aussi, toute ton approche scientifique et tes connaissances. C'était un plaisir de partager avec toi aujourd'hui cet échange à travers ce podcast. J'espère qu'il répondra à beaucoup de questions que beaucoup de personnes peuvent avoir aussi. Et voilà, merci beaucoup. Mais merci de m'avoir reçu et puis à tous ceux qui nous regarderont de nous avoir écoutés jusqu'à présent. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça a été suffisamment, le propos aura été suffisamment clair pour tout le monde. N'hésitez pas à laisser des commentaires si on peut, que ce soit Hugo ou moi-même, on essaiera d'y répondre. Super, merci Christophe. Avec plaisir. You.